RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Tous les Congolais sont les mêmes. Que vous soyez 1%, 10%, 50% ou 100%, nous sommes tous Congolais. Mais nous voulons simplement, pour des raisons de protection de la souveraineté nationale, nous assurer que ceux qui peuvent avoir accès à certains postes, certaines fonctions, ces personnes-là seraient 100% loyales à la République démocratique du Congo. Je voudrais vous donner un ou deux exemples concrets pour que vous puissiez bien comprendre cela. Imaginons un chef d'État de la République démocratique du Congo qui serait par exemple 50% congolais et 50% un pays étranger. Je donne l'exemple, le Rwanda ou bien l'Ouganda. Et s'il y a un conflit entre ces deux pays-là, la RDC, le Rwanda ou bien la RDC et l'Ouganda, ce chef d'État qui aurait un parent rwandais, un parent congolais, il prendrait des décisions en faveur de quel pays? Il serait très contrarié. Pourquoi? Parce que, à supposer qu'on arrive par exemple à des actions militaires, ce chef d'État ne peut pas décider de bombarder le Rwanda de son père, ou bien l'Ouganda de son père, ou l'Angola de son père. Nous voulons nous assurer qu'à ce niveau de responsabilité, qu'on ait des chefs d'État qui soient 100% loyaux à la République démocratique du Congo et qui prennent toutes les décisions totalement en faveur du peuple congolais. C'est ça la justification de cette loi. Deuxième argument en ce qui concerne la nationalité. À quoi sert-il que nous puissions nous cacher quand nous savons que cette Assemblée nationale est pleine de députés qui ont la double nationalité, qui sont tantôt congolais, tantôt français, tantôt un autre pays? Ce que nous disons, sortons de l'hypocrisie. On va reconnaître que la nationalité congolaise, elle est irrévocable. On est né congolais, on vit congolais, on meurt congolais, on est enterré congolais. Mais si vous allez à l'étranger, vous obtenez une nationalité quelconque. Nous appelons ça des papiers pour vivre dans ce pays ou bien pour travailler dans ce pays d'accueil. Vous pouvez travailler là-bas. Le jour que vous revenez en République démocratique du Congo, à l'aéroport d'Indili, vous présentez le passeport congolais, nous vous reconnaissons comme étant l'un de nôtres. Vous êtes dans votre pays. C'est ça que nous disons en ce qui concerne la nationalité. Donc nous ne changeons absolument rien en ce qui concerne les lois existantes et la façon dont le pays fonctionne. Et je voudrais surtout aussi enlever cette mauvaise idée qui est spéculée sur les réseaux sociaux, que les lois que nous proposons sont discriminatoires. Il n'y a pas de discrimination, madame. Il n'y a pas de discrimination. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un pays de 105 millions d'habitants. Sur les 105 millions d'habitants, tout le monde est égal, tout le monde peut avoir accès à toutes les fonctions qu'il veut, sauf les quelques fonctions de souveraineté que nous voulons verrouiller. Et ceci est conforme à ce que font d'autres pays, tels que les États-Unis d'Amérique. Vous savez, aux États-Unis d'Amérique, ils sont à peu près 325 millions d'habitants. Mais il y a environ 100 millions d'Américains qui sont exclus de fonction de président des États-Unis d'Amérique. Pourquoi? Parce que ces 100 millions d'Américains, ce sont des gens qui se sont fait naturaliser, qui sont devenus américains par adoption, qui sont venus de l'étranger. C'est ainsi que des gens comme Henry Kissinger, secrétaire d'État, très célèbre, très distingué, il était tout sauf être éligible pour devenir président des États-Unis. Arnold Schwarzenegger, gouverneur de l'État de Californie, très célèbre, très distingué, il pouvait tout faire dans le pays sauf devenir président des États-Unis donc d'Amérique. Si les Américains, qui sont la démocratie la plus avancée donc du monde, ont pu prendre ces protections-là pour protéger leur souveraineté nationale et éviter l'infiltration au sommet de l'État, nous, une jeune démocratie, on devrait faire même davantage que ça. C'est celui de Noël Tchani. Partout où je passe, les gens disent de père et de mère. Ils m'ont fait connaître à tout le monde. S'il y a élection aujourd'hui, là, je vais vous dire une chose. Je peux gagner les élections en 2023. Ici, dans ce pays-là. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui ont estimé, les Congolais ont estimé que cet homme avait de bonnes idées, a de bonnes idées, de bonnes intentions. Il ne fallait pas qu'on puisse l'abattre avec des mensonges. Donc, ceux qui pratiquent la politique des mensonges, des corruptions, des manipulations, j'estime juste que... Vous devez aussi vous détromper parce qu'aujourd'hui, les Congolais ont besoin d'un Congolais quand il y a père et des mères. Tel bien que la démarche est salutaire, les Congolais ont besoin d'un homme capable de répondre aux désiderata. Je suis en toute modestie, je voudrais répondre à ça. Les Congolais, c'est vrai, ils ont besoin de l'homme capable pour répondre à leurs défis. Voici un homme capable.
qui est capable de pouvoir mettre le Congo sur la voie du développement économique et social durable. On a une vision de développement. Le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, c'est une vision de développement. Tous les partis politiques, tout le monde s'inspire de cette vision-là aujourd'hui, en prenant une petite portion à gauche, à droite, mais ils prennent ça très mal. Venez ouvertement, qu'on se mette ensemble et qu'on se dise adopter cette vision pour la reconstruction donc, du pays, et nous allons réussir. Capable, oui. Docteur en sciences économiques, ça ne court pas les rues. Formé dans les meilleures universités de la planète. Expérience professionnelle donc de qualité. 40 ans d'expérience professionnelle aux États-Unis d'Amérique, à la Banque mondiale, mais également dans les banques commerciales d'investissement à New York. Sur le plan politique ici, il n'y a pas d'équivalent de Noël Tchani. Donc si on cherche quelqu'un qui peut remettre le Congo sur la voie de développement économique et social, c'est Noël Tchani, président de la force du changement, et j'invite tout le monde à adhérer à cette vision de développement parce que ça va changer nos vies à nous tous. Allez, merci. Vous avez dit libertinage, non, mais liberté d'expression encadrée. Allez, on va peut-être terminer. On a deux petites questions comme ça, on va terminer. En ce qui concerne la justice toujours, on a mon acquis au saluer la mise en retraite du professeur Vundwao. Mais vous regrettez la nomination de Madame Odio Marthe comme premier président du Conseil d'État. Quelle était la raison? La raison était que cette dame que je n'ai jamais rencontrée est impliquée dans une histoire de conflit parcellaire qui ne la regardait pas. J'étais aux États-Unis d'Amérique, propriétaire d'une parcelle ici à la Gombe sur l'avenue Tchachi. Et j'étais surpris d'entendre qu'il y a quelqu'un qui prétend avoir acheté cette parcelle-là, ou qui conteste le fait que j'ai acheté auprès donc de telle personne. Et finalement, nous sommes allés au tribunal. J'ai trouvé qu'il y avait tout un dossier comme ça qui était monté contre moi, prétendant que je ne me suis jamais présenté et qu'on notifiait une parcelle Noël Tchani résidait sur avenue Ngouma dans Mbiza, ma campagne, alors que tout le monde sait dans tout le pays que j'étais aux États-Unis pendant 40 ans. Quand je m'en vais pour pouvoir faire appel de ces décisions-là au niveau du tribunal, le dossier était à la cour d'appel de la Gombe. Ils étaient sur le point de rendre une décision. Je n'ai jamais rencontré le président de la cour d'appel de la Gombe. J'entends simplement que Madame Marthe là est allée demander qu'on retire le dossier, qu'on l'envoie ailleurs. Pourquoi? Et pourtant, il était conseillère au Conseil d'État et n'est pas supposé intervenir dans des cas individuels au nom de l'une des parties. C'est ça qu'elle a fait. On a pris ce dossier-là, on a envoyé à Matete. On arrive à Matete, c'est elle qui faisait démarche pour que mon cas puisse être tranché en faveur de l'autre partie. Et j'étais informé de toutes ces activités donc dans ce sens-là. Vous savez quoi? À Matete, le dossier est arrivé. En moins de 2 semaines, ils ont rendu une décision contre moi. Une décision contre moi dans une justice qui prend des années et des années. Ça montrait la rapidité avec laquelle ils ont pris ça. C'était préparé donc à l'avance. J'ai contesté cette décision-là. J'ai amené les juges qui ont tranché dans ce dossier à la cour d'appel de Matete. Dans une procédure qu'on appelle la prise à partie. C'est-à-dire que vous accusez les juges d'avoir commis le dol, de n'avoir pas tranché comme il se doit. Alors, maintenant, ces juges-là, vous avez déjà vu des juges qu'on amène en justice, 2 ont été notifiés, il y a un qui se cache, qui ne veut pas qu'on puisse le notifier. Pourquoi ils sont en train donc de se cacher? C'est parce qu'ils savent qu'ils ont commis une erreur dans leur procédure. Madame Odio doit pouvoir rester en dehors des conflits d'intérêts et surtout rester en dehors d'une procédure qui puisse privilégier un individu par rapport donc à un autre dans une procédure donc de conflit parcellaire. Si elle est présidente du Conseil d'État, elle est supposée être le juge suprême à qui on doit se référer en cas de désaccord donc en dessous. Donc il ne faut pas qu'elle puisse donc intervenir dans ce sens-là. C'est pour cela que j'avais trouvé que ce comportement était indigne, qu'elle ne méritait pas d'être président du Conseil d'État. Et je continue à répéter la même chose. Je demande au président de la République de réfléchir 2 fois et d'enquêter sur des individus avant de les nommer dans des postes de responsabilité comme ça. Pourquoi? Parce que la justice ne peut pas être menée par des gens qui sont clairement corrompus. Très bien. Alors la justice a mis en place, le gouvernement de Félix Tshisekedi met en place la politique sociale et la gratuité des services. Plus notamment, on a la gratuité de l'enseignement, on a les frais funéraires pour les fonctionnaires, les frais de maternité, les frais de transport d'étudiants. Il y a aussi l'annonce de la gratuité de la maternité. Ça fait partie social. Comment vous jugez je ne suis pas d'accord. Prises par le...
Je suis quelqu'un qui est très sensible aux questions sociales. Mais je pense qu'en tant que pays, nous devons avoir une position qui permette donc de régler les problèmes, mais sans pouvoir verser au populisme. Je vais prendre chacune des choses que vous avez mentionnées pour vous dire pourquoi je ne suis pas d'accord avec. Prenons la gratuité du transport des étudiants. On a créé une compagnie qu'on appelle Transacademia, qui est morte avant même qu'elle puisse commencer à fonctionner parce que jusqu'à aujourd'hui, elle n'est pas opérationnelle. Qu'est-ce que moi je vois? Une compagnie dans un pays qui a des problèmes budgétaires et qui va fonctionner pour payer les fonctionnaires de l'État, pour renouveler le stock, le parking automobile, pour réparer les bus. Et cette compagnie va fonctionner simplement avec des allocations budgétaires. Ce n'est pas durable. À un moment ou un autre, elle va tomber en faillite. On n'aura pas résolu un problème. Qu'est-ce que moi j'aurais proposé là-dessus? J'aurais proposé qu'on puisse restructurer Transco, qu'on lui donne plus de bus, qu'on élargisse son réseau de couverture donc dans la ville de Kinshasa ou dans les environs, et que tout le monde paye un certain tarif, par exemple, je ne sais pas le tarif donc de Transco, prenons par exemple donc 1000 francs. Pendant que tout le monde paye 1000 francs pour la course, il faudrait qu'on donne aux étudiants des cartes de réduction. Par exemple, une réduction de 25% ou de 50%. En d'autres termes, ceux qui payent le tarif plein subventionnent le tarif de ceux qui payent à 50%, à 20%. Ça, c'est pérenne, parce que l'entreprise va continuer à gagner de l'argent, et cet argent va aider à payer les chauffeurs, à acheter de nouveaux bus, à réparer les bus qui tombent malades, qui tombent en panne. Donc, je pense que ce que je propose, ça va toujours dans le sens donc du social, mais un social qui va exister de façon pérenne. Ça, c'est un. Deux, maintenant, en ce qui concerne la gratuité de frais de maternité. Nous sommes dans un pays où le taux de croissance de la population est de 3,3-3,5%. C'est très élevé quand on regarde donc les taux de croissance donc économique. Alors, quand on dit aux gens, vous allez pouvoir tomber enceinte les femmes ou les hommes engrosser les femmes, mais vous n'allez pas être responsable donc de payer les frais de maternité et consorts, ce que ça veut dire, c'est allez-y, débrouillez-vous, et puis dans un an, dans 2 ans, tous les hôpitaux seront pleins de femmes qui accouchent aux frais donc de l'État. Moi, je pense que l'État congolais n'a pas de moyens pour faire cette politique-là. Ce que nous devrions faire, c'est quoi? À la place, je propose qu'on mette en place un système d'assurance maladie universel qui inclut, entre autres, la couverture des soins d'accouchement et aussi le paiement des frais funéraires pour les fonctionnaires de l'État qui meurent. L'assurance maladie universelle va fonctionner comment? Ceux qui travaillent, ils cotisent. Et ça va être, ils vont utiliser donc ces cotisations-là pour couvrir les soins de santé ou d'accouchement ou bien d'enterrement de ceux qui ont besoin donc de ça, parce qu'ils seront couverts par l'assurance. Sauf que, parce que c'est nous autres qui travaillons, qui couvrons donc ces besoins-là, en cas donc de déficit de la compagnie d'assurance maladie universelle, l'État pourra intervenir avec une portion minime en termes donc d'aide budgétaire. Donc on résout le même problème, mais d'une façon qui soit pérenne, plutôt que de faire du populisme, et surtout à la veille des élections comme en 2023. C'est ça ma position sur ces questions-là. Allez, on va terminer maintenant avec cette affaire des MONUSCO. Tout à l'heure, le MONUSCO fait un MONUSCO RDC Rwanda. Où en sommes-nous avec cette situation? Quelle est votre lecture? Au moment où on parle là, la MONUSCO a s'engagé dans un procès public pour juger le casque bleu Fongola qui manduki na bango contre le Congolais. La MONUSCO, casque bleu ont tiré à bout portant certains Congolais au Batiki Bisso. Maintenant qu'il y aura un procès public pour ça. La RDC a déclaré personne non ingrate à porte-parole à MONUSCO qui est parti, qui avait tenu aussi des propos désobligeants vis-à-vis de la population congolaise. À sa publicité même, il y a troupe M23 par rapport à munitions na bango, à vanter bango, même quelques militaires rwandais. Alors, après un rapport, il y a des experts, il y a les Nations Unies, attitude de Nini Kinshasa et Sengeleza, le gouvernement. Et puis, comment on peut résoudre ce problème? Parce que s'il n'y a pas la paix, même le 16 piliers, il y a un mini plan Marshall, et s'est réalisé. Vous étiez candidat président de la République en 2018, et aujourd'hui, Félix Tshisekedi a tenté avec sa politique, sa diplomatie, et nous en sommes avec le résultat que nous sommes en train de voir chacun d'apprécier si le résultat est positif ou négatif. Quelle est votre lecture?
En ce qui concerne le Rwanda, c'est comme je l'ai dit avant, le masque est tombé. Avant le Rwanda, depuis 1994, il séjoue donc de l'esprit des Congolais en créant des fausses rébellions qui incluent quelques Congolais qu'on met devant comme étant des porte-étendards, mais derrière, il y a des soldats rwandais qui agressent la RDC. Tout le monde le savait et tout le monde faisait le secret de Polichinelle. On ne voulait pas l'admettre. Aujourd'hui, grâce à la politique de Félix Tshisekedi de déclarer l'état de siège et de confronter donc les rebelles donc sur leur propre terrain à l'est. Nous avons aujourd'hui arrêté des militaires rwandais. On connaît aujourd'hui que ces militaires rwandais, c'est eux qui agressent la RDC et qu'il ne s'agit que de fausses rébellions montées de toutes pièces par un individu qu'on appelle Paul Kagame et son copain là-bas au niveau de l'Ouganda. Moi, je pense que le masque étant tombé, nous devons nous assumer en tant que pays. Nous assumer, c'est-à-dire, on ne doit pas être distrait. Quand on commence à mener les combats pour pouvoir récupérer tout notre territoire, on nous dit, attendez, vous avez négocié donc avec ces gens-là. On négocie avec les rebelles, n'est-ce pas? On a commencé à Nairobi, on est allé au niveau de l'Angola pour négocier avec les rebelles, et qui se pointe là-bas pour négocier avec le président Tshisekedi, c'est Paul Kagame, et qui signe même le cessez-le-feu au nom du M23. Mais c'est très clair que c'est lui qui est l'organisateur du M23 et qui fournit donc des militaires rwandais pour agresser la RDC. Moi, je ne suis pas quelqu'un qu'on puisse manipuler de cette façon-là. Je pense, si j'étais président de la République, les choses auraient été très claires. Paul Kagame retire ses soldats aujourd'hui, et s'il ne retire pas, aucune discussion avec qui que ce soit, parce qu'il s'agit de notre souveraineté. Nous allons poursuivre donc les soi-disant rebelles, les agresseurs. Quand ils vont sortir donc les frontières de la RDC, nous devons les pourchasser jusqu'au Rwanda, et nous devons aller extirper le mal à partir de la source. Et je pense que pour que ce problème soit réglé définitivement, il faut qu'on arrive à capturer Paul Kagame, qu'on le juge ici devant les tribunaux congolais, qu'on les mette en prison à Makala, et en ce moment-là, nous aurons la paix pour toujours. Donc ça, c'est en ce qui concerne le Rwanda. Donc tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est une distraction pour pouvoir retarder donc le secrétaire d'État américain est venu ici parler donc au président Tshisekedi, il est allé parler donc au Rwanda. Je n'ai pas entendu des mots d'ordre clairs pour dire au Rwanda, retirez-vous de la RDC immédiatement. Donc, je pense qu'on est en train de gagner du temps. Pourquoi? Parce que la politique de toute cette communauté internationale, c'est de faire en sorte que le Congo cède une portion de son territoire pour abriter les Rwandais qui ont surpeuplé leur pays et qui ne savent même plus où mettre donc les pieds. On veut les déverser donc en RDC. Donc, en tant que pays souverain, nous devons nous assumer en protégeant la souveraineté de notre pays, en pourchassant tout ce monde-là pour qu'ils sortent donc d'ici. Maintenant, dans le processus, la MONUSCO. La MONUSCO, ça fait 22 ans qu'elle est en République démocratique du Congo. Nous avons tous salué les efforts de la MONUSCO pour établir la paix et la sécurité. Mais qu'est-ce que nous constatons? Là où la MONUSCO se trouve, c'est là où toujours il y a des rebelles. Et on ne connaît plus, à travers, par exemple, ce monsieur-là, donc, le porte-parole qu'on a chassé. Quand il parle, vous sentez qu'il est le représentant en quelque sorte donc, de la rébellion. Il est avec les rebelles. Donc, j'estime que la MONUSCO aujourd'hui fait partie du problème. Il est temps, au-delà des distractions pour organiser les procès en public, tout ça c'est pour distraire donc la galerie. Il est temps que la MONUSCO et le gouvernement congolais conviennent de la date du départ définitif de la MONUSCO de la RDC. Nous voulons savoir un retrait progressif. Non, pas un retrait. Oui, un retrait progressif, mais avec. Il faut qu'on nous dise aujourd'hui que la MONUSCO va quitter définitivement la RDC. Le dernier contingent, ce sera par exemple le 15 juin 2023. Nous voulons connaître cette date-là. On ne peut pas continuer tout le temps à dire on va réévaluer, on va réévaluer. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que la MONUSCO fait partie du problème. Elle est ici pour rester pour toujours. Et surtout quand on voit que leurs troupes se permettent de tirer sur les Congolais. S'ils avaient tiré sur un seul Américain, par exemple aux États-Unis, on les aurait chassés immédiatement. Donc, ils ont tiré sur plusieurs Congolais dans des conditions qui ne sont pas très claires, qu'on organise des procès, qu'on n'organise pas. Nous voulons connaître la date définitive maintenant. Alors comment gérer la situation après le départ de la MONUSCO? Nous devons être responsables, restructurer les FARDC, les équiper comme il faut, pour qu'ils remplacent la MONUSCO. La MONUSCO ne peut pas jouer le rôle d'une armée dans un pays souverain. Nous n'allons pas être des enfants éternellement protégés par une force étrangère. 62 ans après l'indépendance, il est temps qu'on ait notre propre armée, notre propre police qui font le travail. Et d'ailleurs, pendant 22 ans, l'un des rôles de la MONUSCO était de travailler avec les FARDC pour les former. Si on n'a pas réussi à le faire pendant 22 ans, en leur accordant 5 ans ou 10 ans, on sera toujours donc au même pied, au même point de départ. Très bien.
assumons nos responsabilités en tant que pays, que la MONUSCO parte, qu'on s'assume, qu'on restructure l'armée, la police, les services de sécurité pour qu'ils fonctionnent comme des services d'un pays souverain, indépendant, qui se protège lui-même et qui protège la population congolaise. Allez, merci. On a fini avec Noël Tchani. Merci d'avoir été des nôtres. C'est avant midi. Un dernier mot aux téléspectateurs qui vous suivent. Dernier mot, je voudrais d'abord dire merci à Bossolona Politique qui me donne donc cette opportunité de m'adresser à nos compatriotes, surtout au retour d'un voyage comme celui que j'ai effectué dans le Grand Kasaï. Je fais encore appel à la communauté nationale pour qu'elle puisse exprimer la solidarité à l'égard du peuple kassaïen. Le premier volet du mini-plan Marshall que je propose implique une aide humanitaire nationale, internationale urgente. On ne doit pas avoir honte. Quand les gens meurent de faim, on doit mobiliser ce dont ils ont besoin pour vivre. On l'a fait pour l'Éthiopie, le Mozambique et d'autres pays. On l'a fait pour l'Est de la République à plusieurs reprises. Il est temps de le faire aussi pour le Grand Kasaï, pour permettre à ces gens de vivre correctement pendant qu'on restructure l'économie pour créer des opportunités donc, pour tout le monde. Donc je fais appel au gouvernement congolais, au gouvernement central et aussi à la communauté internationale pour qu'on se mette ensemble pour régler cette crise humanitaire donc urgente. Très bien. Noël Tchani, je rappelle, vous êtes banquier, économiste international, auteur du plan Marshall pour la RDC, professeur des universités, candidat malheureux à la présidence de 2018. Ah non, je ne suis pas malheureux du tout. Je suis un candidat très heureux. Très vous bien. savez, le candidat malheureux, c'est celui qui a tous les problèmes de la République sur sa tête là. Okay. Donc moi, je suis un candidat heureux et je pense que je viendrai même beaucoup plus heureux que ça. Très bien. À l'avenir. C'est un plaisir de partager ce plateau avec vous. Alors, toujours côté à deuxième round, on va prendre une pause de 10 minutes. On va revenir pour prendre cette fois-là Monsieur Jean-François Mombia Toukou, défenseur des droits des pygmées, fondateur du réseau d'information et d'appui aux ONG. La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.